Alors, à présent, nous allons accorder la parole à Monsieur Alexandre Anjouer pour sa présentation. Merci beaucoup. Bon, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à l'autorité de la République démocratique du Congo pour l'accueil de cette réunion, en particulier Madame la directrice pour l'accueil, et également au président de Regulate.fr de nous avoir conviés avec l'intermédiation de la Creux, que je remercie également, sans qui nous n'aurions certainement pas été présents. Donc Électriciens sans frontières, c'est une ONG de solidarité internationale française que je vais détailler et présenter un petit peu plus après. Mais je vais commencer par des chiffres que vous connaissez sans doute mieux que moi, mais qui permettent de remettre en place le contexte. Le contexte, c'est 675 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. En grande partie, ces personnes sont situées en Afrique subsaharienne, 80% d'entre elles. Et un point sur lequel j'insisterai et qui fera écho à des discussions de ce matin sur le milieu rural et l'importance de viser ce milieu rural, c'est que 80% des gens qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui sont en milieu rural. Et le défi est certainement ici, raccorder, alimenter des villes, on a su le faire, on saura le faire, raccorder tout le monde de manière équitable. C'est peut-être un petit peu plus complexe et c'est là qu'une ONG prend son intérêt, parce qu'on l'a vu, les États, les entreprises privées peuvent faire beaucoup, mais elles ne peuvent pas tout faire, et je pense qu'en tant qu'acteur de la société civile, c'est là qu'est notre plus-value, vers une réponse de la société civile pour les sociétés civiles, pour ne pas laisser de côté les plus pauvres, qui, il ne faut pas se leurrer, ne seront pas solvables dans 5 ans, ne seront certainement pas tous solvables dans 10 ans, donc il reste des personnes qui doivent être traitées en dehors du système libéralisé. On voit aussi qu'on a plus de 2 milliards de personnes qui dépendent de sources d'énergie traditionnelles pour la cuisine et qui sont nocives pour la santé. Et également, nous on corrèle beaucoup ça, l'accès à l'eau. On traite rarement l'accès à l'électricité sans traiter du même front l'accès à l'eau. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable de qualité selon les normes de l'OMS. Donc, bon, certains chiffres peuvent différer de ceux qu'on a entendus ces 2 derniers jours. J'ai pris les chiffres de la Banque mondiale ODD 7 qui normalement sont les plus récents. Donc Électriciens sans frontières, c'est quoi? C'est une ONG, c'est une ONG de bénévoles. C'est notre particularité, c'est vraiment des femmes et des hommes qui s'engagent, qui soient en France, en Italie, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, et qui se mettent au service d'autres personnes. C'est à peu près 100 projets en cours d'accès à l'électricité, de très petite taille jusqu'à des tailles plus importantes, je reviendrai dessus tout à l'heure. 90% des projets qui n'utilisent quasiment que des énergies renouvelables, donc à quasiment 100% ce sont des systèmes photovoltaïques. 50% de nos projets prévoient l'accès à l'eau et on est une ONG de taille intermédiaire, notre budget est de 13 millions d'euros par an en prenant en compte toute la valorisation, c'est-à-dire aussi les dons de matériel qu'on peut nous faire outre les ressources humaines et le cash. Je vais passer très rapidement là-dessus parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez mieux que moi, mais c'est simplement vous dire que l'énergie, c'est pas un but en soi, c'est simplement le seul moyen, ou si ce n'est le seul, un moyen indispensable pour atteindre une éducation de qualité, un développement économique, développer des activités génératrices de revenus. Je reviendrai dessus parce que c'est absolument crucial pour équilibrer des investissements, permettre une sécurité alimentaire en pompant, en irriguant et de manière décarbonée, et également d'avoir accès à l'eau. Bon, si vous avez des questions, je reviendrai dessus plus tard, mais je ne vais pas m'appesantir sur cette slide. Nos principes d'action, je vais simplement en citer 6, c'est qu'on dit qu'on va là où les autres ne vont pas. Ça ne veut pas dire qu'on va dans les zones les plus dangereuses, dans les zones les moins accessibles, ça veut dire qu'on sait que le marché peut régler des problèmes, on sait que les États sont plus forts que nous et plus légitimes, on sait que les entreprises ont une certaine efficacité, mais pas partout. Et on intervient là où justement où ces acteurs n'ont pas la capacité de régler les problèmes auxquels on essaye de répondre. On utilise des énergies renouvelables, on estime que prétendre aider des personnes qui n'ont pas d'électricité avec des moyens carbonés à 20, 30, 50 ans, c'est pas vraiment une aide, au contraire. On privilégie les structures collectives en se disant qu'il n'y a pas de développement sans structures collectives fortes, sans centres de santé qui soignent les gens, sans écoles qui éduquent les enfants et sans mairies qui gèrent les collectivités.
On part des besoins exprimés localement et on implique les populations, c'est-à-dire qu'on ne parachute pas des projets, on part toujours de l'expression d'un besoin local. C'est un peu fastidieux, c'est long, ça fait qu'on est parfois un peu plus lent que d'autres, il faut le reconnaître, mais on part d'un besoin qui est exprimé par des gens qui nous disent qu'il y a un souci à régler. Et enfin, c'est un point crucial qu'on oublie trop souvent parce qu'on parle de production, on parle de distribution, de transport, mais on ne parle pas d'efficacité énergétique. Trop souvent, dans les points où on intervient, dans les zones où on intervient, on voit des dimensionnements électriques qui ne sont pas sensés par rapport aux besoins réels. On voit des manières d'éclairer, des manières de réfrigérer, des manières de climatiser qui ne sont pas efficaces et parfois simplement en agissant sur cet aspect-là, on peut régler des problèmes et garantir un accès plus universel aux populations. Donc l'état de l'art de l'électrification rurale, selon nous, et on l'a déjà vu, donc je vais aller rapidement, mais c'est que globalement, ces dernières années, ces 30 dernières années, il y a des nouvelles solutions qui se sont développées, qui permettent de ne pas passer uniquement par un réseau centralisé, des moyens de production centralisés et des réseaux longs pour acheminer l'électricité. On a des kiosques qui proposent la location de lampes solaires, la location ou la vente d'ailleurs, de SHS, donc Solar Home System, qui permettent d'alimenter plusieurs pièces, d'alimenter une radio, parfois même une télé. Et on a à côté de ça les mini-réseaux, voire les nano-réseaux maintenant, qui sont déployés le plus souvent par des acteurs privés. Nous, notre constat, c'est que c'est très bien, mais on voit qu'il y a toujours des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, en particulier en zone rurale, et en particulier les plus vulnérables. Ce qui veut dire qu'on a un manque, on a un espace à traiter, et c'est ce qu'on essaye de faire avec la solution que je vais vous présenter, la solution Café Lumière. Pour aller un petit peu plus loin sur le constat, c'est qu'on a ces trois systèmes, les SHS mais qui ne permettent pas de répondre à des besoins en puissance importants, les kiosques solaires mais qui ne répondent pas aux besoins d'avoir des usages collectifs alimentés, et aussi un point majeur qui ne permettent pas le développement d'AGR, d'activités génératrices de revenus, et dans une péréquation tarifaire locale, vraiment à l'échelle d'un village ou de plusieurs villages. Ne pas avoir d'activité génératrice de revenus, dans notre retour d'expérience, c'est la certitude qu'on ne pourra pas payer le remplacement des batteries, le remplacement des panneaux solaires dans 7, 10, 15 ans. Et enfin, les nano et mini-réseaux, mais qui, dans notre expérience, sont souvent chers, ou du moins chers par rapport à ce que l'on peut faire dans des projets hybrides. Et je reviendrai dessus, le mot hybride est important parce qu'il s'articule de manière assez étonnante avec les thèmes qu'on traite, les thèmes de la régulation. L'hybridation est complexe à traiter dans le milieu de la régulation, et je pense que vos questions m'éclaireront aussi, donc je suis pressé d'en discuter. Bon, ça je vais passer parce que j'ai déjà dit. Donc la question qu'on s'est posée avant de créer la solution Café Lumière, c'est: existe-t-il une solution pour répondre de manière intégrée à tous les besoins de la population, les besoins en électricité des ménages, des communautés et des usages productifs? Donc c'est comme ça qu'est née la solution Café Lumière il y a quelques années. Le but de la solution Café Lumière, c'est de donner accès à l'électricité de manière propre, innovante, autonome, durable et à moindre coût aux populations sur des principes fondamentaux qui sont les suivants. On garantit un accès minimal à un service électrique, ça ne veut pas dire que les personnes auront accès 24 heures sur 24, la nuit comprise et pour tout type d'usage, mais c'est un accès minimal. Améliorer la qualité des services collectifs avec des centres de santé qui ont accès à l'électricité, qui peuvent réfrigérer les vaccins. Contribuer au développement des activités productives avec des agriculteurs qui peuvent amener leurs machines ou alors développer des machines électroportatives. Ça peut être des agriculteurs, des agricultrices qui utilisent des cortiqueuses pour le riz. Ça peut être des forgerons, des chaudronniers. On a ces cas-là de personnes qui se connectent. Et contribuer, via cette discussion et via la mise en place de ce projet, à un cadre politique et réglementaire sur notre solution qui est hybride, et où parfois on a des échanges avec les agences d'électrification rurale ou les régulateurs qui nous posent question et qui nous challenge. Concrètement, c'est quoi? C'est une centrale photovoltaïque qui est appuyée par un petit groupe électrogène. C'est toujours des petites puissances, on en développe beaucoup, mais c'est des petites puissances pour plutôt des petits villages qui sont isolés et qui ne seront pas connectés par les plans d'électrification des pays dans lesquels on intervient. Et donc ça se fait en accord avec les régulateurs des pays. Et donc c'est une plateforme photovoltaïque, un petit générateur de quelques dizaines de kilowatts crête, hein, c'est petit encore une fois comme je le disais,
Et le but, c'est alimenter des services marchands, économiques, qui créent de la richesse et qui permettent de mettre de côté pour rentabiliser le système et sa maintenance sur le long terme. Des services individuels, pour ceux qui ne peuvent pas être connectés au réseau, parce qu'on tire un réseau avec le Café Lumière, des personnes vont pouvoir se connecter, mais le but n'est pas simplement de connecter les plus riches, les plus pauvres, si je puis me permettre cette expression, c'est bien de donner un service à tout le monde. Et donc les gens qui ne peuvent pas se connecter au réseau vont pouvoir avoir des solutions via la charge de téléphone, des services bureautiques, des services de recharge de lampes solaires au niveau du kiosque, un peu comme le fait un kiosque solaire. Et enfin, l'objectif, et c'est parfois complexe, c'est que dans notre péréquation tarifaire locale, on arrive à prendre en charge, ou à minima qu'on offre un coût au kilowattheure très faible aux écoles, aux mairies, aux centres de santé, en respectant le contexte du pays dans lequel on intervient. Il y a des pays où l'achat est subventionné pour les écoles. Il faut évidemment qu'on prenne en compte ça pour adapter notre réponse. Sinon, on va contre la politique des autorités locales. Donc le projet Café Lumière, donc il est dans 3 pays actuellement. Il a commencé par se développer à Madagascar, puis au Bénin et au Togo. On en parlait ce matin avec notre homologue de l'agence régulation du Bénin. On a effectivement été un des 12 promoteurs et la seule association, la seule ONG à recevoir un financement du mécanisme américain MCC. Donc le but, c'est équiper 12 villages en plus des 10 villages existants, de renforcer les capacités des acteurs. Notre but, c'est de pouvoir faire avec les organisations de la société civile locale. Et donc, on a à chaque fois des partenaires qui font largement autant que nous sur place. C'est-à-dire qu'on a nos bénévoles, on a nos salariés, mais on a aussi toujours des partenaires locaux pour le choix des villages, pour les discussions, pour la création des comités de gestion. Structurer des filières locales qui permettent de déployer ces solutions et ensuite partager les solutions. C'est un peu petit, mais je vais passer très vite dessus et je pense que vos questions permettront d'éclairer ce qui ne l'a pas été dans mon discours, parce que sinon, je sais qu'on est après le repas et il vaut mieux être bref. Globalement, on a 3 interlocuteurs principaux. Les premiers sont les agences d'électrification rurale, avec qui on a des échanges denses pour être certain de s'articuler avec la politique nationale, ne pas aller dans des zones qui vont être électrifiées, pour choisir les localités et aussi pour bien choisir les délégataires qui exploiteront nos installations une fois qu'elles seront en place. On est dans un système qui n'est pas porté par l'ONG ou par l'État ou par les communes sur un temps long, c'est bien un délégataire privé qui rentabilise, qui exploite et qui, in fine, fait les remplacements, les maintenances. Et lorsque ça fonctionne bien et que la demande est stimulée, réinvesti pour augmenter la capacité installée, en plus de la maintenance qui est faite. Bon, je ne vais pas m'attarder sur tous les points, ce serait un peu long. Le deuxième, c'est l'autorité de régulation de l'électricité qui valide les business models et les tarifs proposés. Il y a une certaine variabilité en fonction des pays où parfois le tarif est plus ou moins figé, parfois il est négocié, mais c'est globalement le cadre. Réception des équipements, comme ça a été le cas au Bénin, le 22 juin dernier, a réceptionné les 4 cafés Lumière qui sont en service. Et enfin, les communes, qui sont un acteur important dont on a peu parlé jusqu'à maintenant, ou peut-être pas assez. Nous, dans nos discussions, c'est souvent des acteurs clés qui permettent d'identifier les besoins énergétiques. Quelle est la demande, certes, mais quels sont les besoins des entrepreneuses, des entrepreneurs localement en électricité, en plus des études socio-économiques qu'on peut faire. L'appui des communes est souvent indispensable pour l'acceptabilité et bien comprendre les besoins de la zone dans laquelle on intervient. Alors là, le slide a été un peu compressé, donc je vous prie de me pardonner pour les noms des agences de régulation et des agences rurales qui ont été écorchés. Mais globalement, voilà, on travaille avec toutes les agences, donc la BERM au Bénin, la T2ER au Togo, à Madagascar également, et avec les agences d'électrification rurale par ailleurs. On voit une similitude dans nos analyses, et je peux me tromper, je suis tout à fait ouvert à la discussion justement pour continuer à apprendre, mais on voit une certaine similitude entre le Bénin et Madagascar, avec des rôles qui sont assez similaires, c'est-à-dire qu'on dépose une candidature spontanée à l'agence d'électrification rurale pour le déploiement de solutions, où on répond à des appels d'offres, idem à Madagascar. Et dans un second temps, le régulateur valide ou nous donne une dérogation sur le business model
et les tarifs du kilowattheure. En dehors des services, et ça c'est un point important dans notre modèle, c'est qu'on a une difficulté, c'est que notre modèle permet de développer du réseau, permet de connecter des gens, permet de distribuer des kilowattheures, mais on facture aussi des services. Le service de recharge d'une lampe, le service de connexion d'une machine pendant 2 heures. Et la vente de kilowattheures n'est pas toujours le plus pertinent. Et là, on se retrouve dans un vide parfois juridique ou dans une incompréhension. On n'arrive pas à rentrer dans les cases de certains pays. Peut-être aussi parce qu'on comprend mal et qu'on a à apprendre, c'est certain. Mais peut-être aussi, je crois, parce que la régulation est forcément figée, est forcément ferme, mais elle doit, in fine, être évolutive pour ne pas brider l'innovation. Je pense que pour des petites solutions hybrides qui allient réseau, solutions individuelles, solutions collectives, avec de la vente de services, de la vente de kilowattheures, si on a un cadre trop ferme, trop figé, on n'arrivera pas à atteindre les 2-3% des gens qui seront toujours en incapacité d'être solvables dans 10 ans. Et c'est là où peut-être il faut réfléchir à laisser une poche d'innovation pour des petites puissances qui peuvent nous faciliter, les opérations. Au Togo, on est dans ce cas-là, où le cadre réglementaire tel qu'on le comprend aujourd'hui ne permet pas le dépôt de candidature spontanée, et donc on est en discussion pour aboutir, et je tiens à le souligner, on a un appui très très fort des ministères, des agences d'électrification rurale et des régulateurs. On n'est jamais dans un face-à-face, on est toujours dans une discussion dense, soit en direct, soit via nos partenaires locaux. Et je tiens vraiment à saluer l'aide que chacune des autorités nous apporte au quotidien dans nos projets. Mais il faut quand même discuter, et au Togo, on est toujours en train de discuter, parce qu'on ne cadre pas, avec ce modèle hybride, aux réglementations telles qu'elles ont été écrites. Bon, alors, les difficultés, finalement, je les ai déjà dites, et je crois que j'ai que 15 minutes, et j'ai peut-être déjà employé mon temps très largement. Je pense que je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dedans. C'est non prise en compte des solutions hybrides de manière systématique, et parfois aussi une articulation entre les projets privés, associatifs et les programmes nationaux qui est complexe à comprendre pour un nouvel acteur entrant, mais je crois que les acteurs privés qui sont intervenus hier ont pu le souligner largement. Et dans les points vraiment positifs, c'est l'appui que l'on a de toutes les autorités et la capacité aussi de certains acteurs à être flexibles et à se dire s'il y a un intérêt pour des populations et que ça ne déroge pas finalement à la stratégie d'électrification de mon pays, oui, on peut faire une dérogation pour faire en sorte que 5 000, 10 000, 50 000 personnes en plus aient accès à l'électricité dans une période transitoire. Donc je vais finir sur Café Lumière et je répondrai avec plaisir à vos réponses. Je vais simplement mettre en lumière très rapidement, en 2-3 minutes, si monsieur le modérateur me le permet. Très rapidement. Très rapidement. Donc simplement pour dire qu'on a d'autres projets qui s'articulent avec les régulations des pays. À la Dominique, suite à des catastrophes naturelles qui ont eu lieu, des cyclones, on a mis en place un projet qui permet de développer des centrales solaires démontables en cas de cyclone. C'est-à-dire qu'on est dans un projet de résilience où en plus de produire décarboné, on peut démonter et éviter une destruction des installations qui sont mises en place par l'ONG, et où on est en lien avec les régulateurs du pays parce que tel que ça avait été conçu, on a de l'injection sur le réseau. Alors aujourd'hui, la Dominique a des difficultés à développer ces systèmes d'injection aussi rapidement que prévu, mais il y a déjà un champ qui fait de l'injection. On peut faire un parallèle avec ce qu'on a fait au Liban. Vous avez certainement tous en tête l'explosion majeure qui est survenue dans le port de Beyrouth. Suite aux destructions, on a mis en place des centrales photovoltaïques sur des écoles, et on a un cas similaire, on décarbone, on baisse la facture. Au départ, on pensait réinjecter ce réseau, et malheureusement, la situation est plus dramatique que prévu dans le pays. On a des coupures 22 heures sur 24 certains jours, et donc il n'y a plus de réinjection. On est en alimentation au fil du soleil, en continu des écoles dans lesquelles on intervient. Et deux projets en cours de développement que je voulais mettre en lumière. Ce premier projet, c'est un projet pour les agricultrices au Togo d'agrophotovoltaïsme. Alors là, on est en plein dans la régulation parce qu'on va être dans un système où on fait du photovoltaïsme, on produit de l'énergie, on vend du froid, on vend de la transformation agricole, on crée des activités génératrices de revenus qui, encore une fois, sont cruciales pour rentabiliser nos opérations sur le long terme. Et donc c'est un projet qui est en cours de déploiement et de financement, pour être tout à fait transparent. Et le dernier projet, c'est de dire qu'on n'oublie pas les urgences. Électricité sans frontières, c'est un acteur du développement avant tout,
mais on est aussi en mutation, c'est-à-dire que les crises sont de plus en plus nombreuses, qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine. On intervient par exemple aussi en Ukraine, où on a apporté une réponse massive, mais il faut le dire carbonée, en envoyant des groupes électrogènes et des chauffages pour passer l'hiver. Et là, on est en train de mettre en place une décarbonation de notre opération en envoyant et en formant les populations et les électriciens locaux à installer et maintenir des systèmes hybrides, c'est-à-dire toujours avoir une hybridation solaire des groupes électrogènes en place, avec un défi supplémentaire, c'est que en Ukraine, il peut faire -20 l'hiver avec des couches de neige importantes. Alors, je pense que Monsieur le Président de Regulae connaît bien ces sujets, on les connaît un petit peu moins bien, donc peut-être que je profiterai des échanges pour savoir comment gérer la neige sur nos panneaux solaires. Donc je voulais vous remercier pour votre écoute et à votre disposition pour les questions dans un second temps. Merci, Monsieur Anjouer. Alors, Madame Caram, à vous.